Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Mot à mot, donc, aujourd'hui avec Georges Lavelli, on est heureux de vous recevoir dans Des mots de minuit. Vous y étiez venu il y a quelque temps, il y a longtemps, c'était du temps de Michel Field, donc ça fait un bail, comme on dit. Oui. Mot à mot, principe simple, le mot est une question, et mon premier mot est en anglais, et c'est off. Ah. Que faites-vous dans le off? Je me le demande. Non, moi j'ai fait une pièce. C'est un choix. C'est un choix. C'est-à-dire que j'ai fait une création. Je me suis dit, il y a très longtemps que j'ai cette pièce. Il y a quelques années même que j'ai cette pièce qui m'avait donné peut-être Jacques Robnard, qui est un vieux copain et qui traduit des choses du suédois. Et moi, j'ai hésité toujours parce que pour aller dans un lieu, il faut quand même, si vous n'êtes pas invité, et vous présentez une pièce, tiens, j'ai ce texte que je voudrais montrer dans cette situation, etc. Je ne sais pas quoi dire. Et si on me fait ou on ne me fait pas confiance. Alors donc, je ne voyais pas à qui donner ce texte, absolument. Et du coup, j'ai pensé, tiens, il y a un endroit off, justement, qui est à Avignon, et peut-être qu'il y a tellement de spectacles, j'avais lu qu'il se préparait quelque chose autour de 1400 spectacles, alors il doit y avoir quand même des... 1333, 2, oui, 5, 6, 1336, bon. Ouf. Alors, il y a ça. Il doit y avoir un public aussi intéressé à tout, quoi, à des choses classiques, à des mots classiques, à des créations que, en somme, j'ai pensé aux États-Unis, je me dis, quand on disait off dans les années 60, etc., des aventures théâtrales à New York, on passait, c'est des pièces très intéressantes, il faut voir ça qui se joue off. Alors, ah bon, se joue off, c'était quelque chose comme une garantie d'aller voir quelque chose de particulièrement intéressant. Donc vous êtes dans l'underground, d'une certaine manière. On va revenir à... On ne l'attendait pas, mais j'ai un deuxième mot tout de suite, c'est âge. Parce que quand on regarde votre bibliographie, elle est longue, elle est très primée partout dans le monde. Donc Lavelli, on peut citer Copy, on peut citer le Théâtre de la Colline, on y reviendra peut-être plus tard, mais quand je vous dis aujourd'hui âge, qu'est-ce que vous me répondez? Moi, je ne suis pas croyant, alors pour commencer, mais les anges ne me dérangent pas du tout. Si on y croit, ou s'il pense qu'il peut faire des miracles, s'il peut vous aider, etc. Moi, je dis, quand je pense ange, je pense à des filles. Je pense toujours à des filles. Hein. On dit toujours qu'elle a beaucoup d'anges. On ne sait pas très bien qu'est-ce qu'elle a, mais on parle de sensibilité, on parle de raffinement, on parle peut-être d'une force intérieure, d'un combat intérieur. Vous parlez de quel mot, là? Ange. Ange. Ah non, j'ai dit âge. Âge. Je savais bien. Là, vous êtes parti sur les femmes tout de suite. Non, mais le mot était âge. Ah oui, j'ai douté. Âge, c'est le temps qui passe, c'est le thème de toutes mes pièces, pratiquement. Eh oui. C'est-à-dire que je joue beaucoup avec le temps. C'est une chose très difficile de jouer avec ça. Mais c'est difficile de faire comprendre l'idée du temps qui passe, d'admettre et de mettre en scène des personnes qui doivent jouer au moins deux choses à la fois. Et ça, normalement, on ne se comprend pas, mais peu à peu, on arrive à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et alors, donc, c'est ça les acteurs qui m'intéressent. Des acteurs qui s'approprient de quelque chose et qui ont un ange peut-être particulier qui lui permet de leur donner une forme, de leur donner une répercussion intérieure, de les matérialiser sur des choses au niveau de la sensibilité, au niveau
du théâtre, de la théâtralité, pas au niveau de l'enseignement. Le théâtre n'est pas une explication de texte. Beaucoup de gens croient que c'est ça. Et donc le théâtre, il y a des mots évidemment, mais il y a un contexte dramaturgique qu'il faut découvrir, et il y a toujours une investigation, un cheminement, et c'est ça qui m'intéresse du théâtre. Je vous lis, vous écrivez en mai 2014 un théâtre qui se livre avec ses propres valeurs, les valeurs d'un geste, de sa force de séduction, de son contenu et de son discours. Tout cela relié au sens le plus singulier du texte, le plus caché peut-être même, mais assimilé et recréé dans une spontanéité vierge et unique. Le théâtre comme une fête, c'est ce que vous dites, et le mot qui vient là, c'est énergie. Oui. Qu'est-ce que vous faites de cette énergie? Mais je crois que sans énergie, on ne peut rien faire. Là, à partir du moment où vous avez perdu votre énergie, vous perdez votre capacité constructive, vous perdez vos idées, vous n'avez plus rien. C'est-à-dire, c'est la seule chose qui motive, que je provoque l'énergie, qui parfois épuise les gens, mais que c'est la seule manière d'arriver jusqu'au bout, de payer de sa personne, d'aller chercher à l'intérieur de soi-même les choses qui doivent vibrer, qui doivent me surprendre, je dirais, en tant que spectateur, que j'aimerais écouter toujours, qui doivent m'intriguer aussi. C'est-à-dire une sorte de mystère qu'il y a derrière. Et ce que je dis, jouer des choses au moins, parce que si on est vraiment assez génial, on peut en jouer même 3. Et à ce moment-là, vous vous trouvez devant des acteurs éblouissants. Quelles sont les 3 choses que vous jouez dans la vie? Non, plutôt, quelles sont les 3 choses que vous êtes capable de jouer dans la vie? Dans la vraie vie? Oui, dans la vraie. Non, on est toujours double. Je suis très pyrandélien. J'aime beaucoup cet auteur et j'aime beaucoup sa philosophie aussi et son sens de la théâtralité. Et j'aime beaucoup ce type de personnage qui se lève un jour, se regarde dans la glace et dit, il trouve que son nez, il est quand même de travers, et il ne se reconnaît pas dans cette image. Ça, c'est un roman de lui qui s'appelle Uno, Nessuno e Centomila. C'est un, aucun ou 100 000. Et c'est ça l'homme. Les temps, la situation, le retrouvailles avec d'autres personnes qui ne se reconnaissent pas. L'état des choses font qu'on puisse se sentir autre dans la vie. On puisse aussi... l'ambivalence. Une ambivalence et aussi une actualisation aussi. Dans les personnages de cet auteur, de Pirandello, je dis, il y a toujours quelque chose à payer, quelque chose à récupérer. Un peu comme chez Ibsen. Il y a toujours... C'est comme les Grecs, il y a la dette, quoi. Oui, on a commis une faute. On a commis quelque chose contraire, soit à la morale, soit à la morale politique, soit à la morale, si c'est un politicien, soit, je ne sais pas, à la morale tout court. Et on doit récupérer ce qu'on a perdu. On doit être à la hauteur de ce qui devrait être la dignité. Georges Lavelli, on parle de « On ne l'attendait pas » de Stieg Larsson, traduit par Robnard. J'ai 2 mots sur cette pièce, avant de parler peut-être de la mise en scène. C'est le mot inceste et nudité. Comment est-ce que vous les entendez, ces 2 mots-là, comme metteur en scène de théâtre? Je crois qu'il y a là un certain mystère aussi dans cet ouvrage. Et justement, si j'ai retenu cette pièce pendant longtemps, aussi c'était parce qu'il y avait quelque chose de mystérieux et qui n'est pas dit et qu'on ne sait pas. On sait, finalement, on peut dire aussi que la pièce, c'est une histoire très simple. C'est quelqu'un qui a quitté son foyer pendant de nombreuses années et qui revient. On ne sait pas s'il a été en prison, peut-être oui. À cause de la fin éclaire peut-être le type de personnage qu'il est. Et donc, il revient et puis il retrouve sa femme devenue aveugle
Et sa fille, sa petite fille, On pourrait dire cécité qui est hystérique. devenue une femme, non? Qui est devenue une femme. Eh bien, lui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, et il raconte une histoire un peu qui pourrait être l'histoire d'un aventurier qui a parcouru une île, qui a retrouvé une femme qui a beaucoup aimé, qui l'a beaucoup marqué. Mais tout ça, ça peut être aussi de la littérature, Et de ça peut- l'illusion. Hein? Et ça peut, le personnage est triple et le triple est peut-être sordide. C'est ce que dit aussi cette pièce. Nudité, comment est-ce que vous la mettez en scène, la nudité? J'ai eu l'occasion de mettre en scène la nudité plusieurs fois. Rarement des hommes, sauf dans la pièce de Lorca, qui est un chef-d'œuvre absolu et génial, qui est Le Public, la dernière pièce de Lorca, qui a été retrouvée 40 ans après sa mort. Alors, où il y avait des hommes nus. Ça m'a toujours gêné, mais c'était obligatoire, je dirais. Et sinon, la nudité, bon, je l'ai employée dans les conciles d'amour de Panizza, qui était un spectacle assez extraordinaire et qui a été un des participants, un des financiers de ce spectacle a été Jean Villard, parce que je lui avais donné cette pièce pour la créer au Palais des Papes. Heureusement, il y a eu mai 68 et ça ne s'est jamais joué, parce que ça aurait été la chute immédiate de Villard, parce que la pièce a été montée au théâtre de Paris, qui est un très très grand théâtre. Bon. Et il y avait Léonore Fini, il y avait tous ces gens qui travaillaient gratuitement, je veux dire, pour ça. Mais Villard m'a dit, écoute, tu diras ça à personne maintenant, le temps est passé, on peut le dire, mais tu peux dire que tu auras l'argent que tu aurais dû avoir si le spectacle serait joué à Avignon. À Avignon. Alors compte avec ça. Je suis coproducteur sans figurer. Alors je parlais de ça, je ne me souviens pas, parce qu'il y a eu la transition entre les francs, les vieux francs et les nouveaux francs. Alors, Mais c'était beaucoup. c'était beaucoup. Et alors avec ça, plus l'Archmite, qui était un type incroyable et un aventurier, dans les théâtres, il aimait beaucoup, il avait produit déjà à Raval. J'ai eu la chance de faire la dernière création de Ionesco, quand même. Tout le reste avait été fait, bien que ce n'était pas la meilleure pièce, mais je le massacre. Et ça, il a intéressé beaucoup. Et puis, bon, on a joué cette pièce qui a été répétée pendant 3 mois, mais d'abord pour Avignon et ensuite pour le théâtre. Donc ça a été un très, 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 très grand travail d'ensemble très beau, et la pièce était extraordinaire, c'est une pièce en même temps drôle, et c'était pas une chose anti-chrétienne, parce qu'il y avait des manifestations de chrétiens qui venaient tous les soirs pour jeter des œufs, d'abord salés, mais après ils jetaient des choses lourdes, et des cailloux. On était des cailloux, des trucs, on était obligé de... Oui, parce qu'il y a la loi qui dit que si une représentation de théâtre est interrompue, ça signifie qu'il y a un scandale dans la voie publique. Donc, on revient sur On ne l'attendait pas. La nudité dans On ne l'attendait pas. Bon, la nudité, c'est un viol directement. C'est-à-dire que finalement, cette chose est très inattendue, mais en même temps, on s'est dit que c'est ça les châtiments qu'il voulait infliger à la jeune fille. Et que, enfin, c'est ça qu'il voulait leur infliger. Comme une chose qui s'était passée déjà auparavant. Et peut-être quand elle était plus jeune. Et que c'est la raison pour laquelle le père a passé des années en prison. Pour ça, il n'y a pas aucune réponse de l'auteur, mais évidemment, c'est évident que ce qu'ils veulent dans la scène finale, c'est la violer. Hein? Et que le père et la mère se sont mis d'accord. Oui. Sur ce théâtre du non-dit, on ne l'attendait pas, extrait de cette mise en scène de Georges Lavelli dans le Off à Avignon. Que se passe-t-il
On dirait que tu es aveugle. Papa, il est revenu. Quand je suis arrivé en ville, j'avais l'impression que c'était un homme mort qui arrivait. Cette chère maison à laquelle je pensais quand j'avançais difficilement dans la neige, quand je frappais de grands coups de hache sur de très vieux troncs, année après année. Étrange, je fasse des rêves aussi intenses, comme si j'étais dans la même chambre que la Vierge Marie. Dès qu'elle m'a vue, elle a défait son vêtement de velours bleu avec l'intention de m'allaiter. J'ai senti couler le lait chaud. Tu ne commets pas de péché en étant éveillé. Dieu doit être très heureux. Très franchement, je dois vous dire que cette maison remplit mon âme d'un bonheur fou chaque fois que je la vois. Tu veux rester comme ça, ici? Je veux seulement sentir ton corps. J'ai travaillé une étude sur les défenses de Morse. Défenses qui auraient été rapportées de l'île Dixon. Je les ai mesurées. Elles font jusqu'à 830 mm. Georges Lavelli, le mot suivant est présence. C'est la présence du metteur en scène à toutes les représentations. Pourquoi êtes-vous présent à ce point? Moi, je vois que c'est une manière d'être solidaire avec les acteurs qui sont sur les plateaux. Et en même temps, je suis là aussi, comme c'était Villard aussi dans son temps, pour laisser des notes ou des choses qui ne m'avaient pas plu ou qui, je crois, je ne trouve pas réalisées jusqu'au fond. Moi, et aussi, je corrige beaucoup de choses. Et je suis arrivé, je me souviens par exemple d'une pièce de Gombrowicz qui s'appelle Opérette, d'avoir coupé une scène le jour de la veille de la dernière représentation. Je dis, comment je n'ai pas vu ça? C'était une phrase, c'était une chose musicale, mais qui était courte. Ça ne m'a pas plu du tout. Je dis, comment je n'ai pas vu ça? Je trouvais que c'était une erreur. Tous les acteurs disaient, bon, on la coupe. On la coupe. Alors, je veux dire que moi, je sens, que je veux qu'eux, ils sentent aussi que je respire la même atmosphère que eux sur le plateau. Le mot suivant est obsessionnel ou perfectionniste. Oui, je suis perfectionniste, absolument. Vous avouez? Je cherche. Vous avouez? Je l'avoue. je cherche l'excellence dans le travail. Et très souvent, je dis comme quand je vois les gens marcher ou faire un geste, je leur explique qu'un geste peut parfois dire plus long qu'un discours. Et donc, de l'importance d'un geste. Si on échappe au naturalisme, si on échappe à prendre le thé, à prendre un café ou à manger quelque chose, des gestes qui ont une signification. Tout le théâtre est plein de ça. Et quand vous voyez quelqu'un qui fait que des choses convenues, que des choses qui n'ont aucune signification et qui tout ça est fait dans le même esprit, moi je m'ennuie mais énormément. Vous avez monté récemment le Roi Lear en Argentine? Oui. Hein, vous l'avez vu à Avignon, le Roi Lear, le Roi Lear de Pie? Oui, j'en ai vu d'autres aussi. Comment vous faites des comparatifs entre les Rois Lear? Non, je pense que le Roi Lear, c'est une pièce. Écoutez, j'ai monté le Roi Lear, mais en même temps, je fais un opéra de Handel qui est exactement les mêmes thèmes, exactement la même chose, et les mêmes fautes comme le roi, c'est-à-dire qu'il fait la distribution de ses biens, il donne à son fils, il donne au fils qui est fidèle, qui est le plus jeune, qui est le plus innocent, le meilleur, il lui donne absolument rien. Il ne veut pas. Il ne veut pas le reconnaître. Et tous les autres qui sont des gens sadiques et méchants, et à eux, il les a aidés. Alors, c'est presque la même chose parce qu'il y a la guerre à cause de la distribution, à cause de l'argent finalement. Ouais. Donc c'est une pièce de tous les temps. C'est une pièce qui est en elle-même un chef-d'œuvre absolu. Parce qu'elle parle à n'importe quel moment de la vie. Elle parle de manière très triviale chez Pie. Est-ce que vous entendez cette trivialité du vocabulaire dans la manière dont Pie l'a adapté?
Non, non, je sentais bon, que certainement il y avait des choses qui, je ne sais pas si c'était dans le texte. Quand on monte une pièce, parfois on fait aussi un choix. On ne l'écrit pas pour ne pas dire, voilà. Mais la vérité, c'est que ça dépend d'où on part, de quelle traduction on part. Alors si on parle d'une chose Celle qu'il a faite. Tout à fait nouvelle, c'est-à-dire que je prends le texte original et je fais ça, et à ce moment-là, bah, écoutez, vous faites une traduction, mais qui n'est pas une traduction, c'est plus que ça, c'est ce que vous sentez. Alors à ce moment-là, bah, c'est à l'auteur de lui demander. J'ai un dernier mot, peut-être qu'il va vous surprendre, mais comme ça, je dis comme ça parce que j'ai regardé. Si je vous dis soulier. Soulier? Oui. Je ne sais pas. Mais. Les vôtres? Bien cirés, toujours? Les souliers, dans ce sens, je suis bon, ça, c'est pas très bien. Mais les miens, ben, je dirais que je suis un amateur des chaussures. Parce que quand j'avais 14 ans, j'ai travaillé dans une usine qui était la plus importante qu'il y avait en Argentine, qui fabriquait des chaussures. Mon travail était admis par 4 heures ou 3 heures et demie, je crois, une chose comme ça, parce que j'étais trop petit, trop jeune. Mais j'étais occupé à faire l'inventaire, ce qui faisait que je voyais tous les modèles des chaussures, masculins et féminins. Et bon, les féminins, c'est toujours d'actualité, ça change tout le temps, mais les choses qui sont classiques, qui sont modèles à le style anglais, à le style italien, à le style français, etc., et à le style argentin, parce qu'eux aussi, ils savent faire des chaussures. Alors donc, et les gens qui vivent dans la ville de Buenos Aires sont très soignés de ça. Et je vais vous dire une chose, j'ai une obsession. Je regarde toujours les mains des gens. Les mains des gens, je ne pouvais pas me priver d'une personne venait me voir les mains. Et aussi, qu'est-ce qu'ils avaient au pied. Parce que souvent, à Paris, j'étais étonné de voir des gens très bien habillés, etc., avec des chaussures impossibles. Vous me pardonnez, là? Oui, ça c'est l'été, hein. Bon. Et puis, on est à mort. Merci, Georges Lavelli. C'était un plaisir. Merci à vous. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.